Les grandes espérances de Charles Dickens, partie 2 du livre audio, chapitre 6 de la partie 1. L'état de mon esprit, à l'égard du larcin dont j'avais été déchargé d'une manière si imprévue, ne me poussait pas à un aveu complet, mais j'espérais qu'il sortirait de là quelque chose de bon pour moi. Je ne me souviens pas d'avoir ressenti le moindre remords de conscience en ce qui concernait Mrs. Joe, quand la crainte d'être découvert m'eut abandonné. Mais j'aimais Joe, sans autre raison, peut-être, dans les premiers temps, que parce que ce cher homme se laissait aimer de moi. Et quant à lui, ma conscience ne se tranquillisa pas si facilement. Je sentais fort bien, surtout quand je le vis occupé à chercher sa lime, que j'aurais dû lui dire toute la vérité. Cependant, je n'en fis rien, par la raison absurde que, si je le faisais, il me croirait plus coupable que je ne l'étais réellement. La crainte de perdre la confiance de Joe et dès lors de m'asseoir dans le coin de la cheminée le soir sans oser lever les yeux sur mon compagnon, sur mon ami perdu pour toujours, tint ma langue clouée à mon palais. Je me figurais que si Joe savait tout, je ne le verrais plus le soir, au coin du feu, caressant ses beaux favoris, sans penser qu'il méditait sur ma faute. Je m'imaginais que si Joe savait tout, je ne le verrais plus me regarder, comme il le faisait bien souvent, et comme il l'avait encore fait hier et aujourd'hui, quand on avait apporté la viande et le pudding sur la table, sans se demander si je n'avais pas été visiter l'office. Je me persuadais que si Joe savait tout, il ne pourrait plus, dans nos futures réunions domestiques, remarquer que sa bière était plate ou épaisse, sans que je fusse convaincu qu'il s'imaginait qu'il y avait de l'eau de goudron, et que le rouge m'en montrait à la face. En un mot, j'étais trop lâche pour faire ce que je savais être bien, comme j'avais été trop lâche pour éviter ce que je savais être mal. Je n'avais encore rien appris du monde, je ne suivais donc l'exemple de personne. Tout à fait ignorant, je suivis le plan de conduite que je me traçais moi-même. Comme j'avais envie de dormir un peu après avoir quitté le ponton, Joe me prit encore une fois sur ses épaules pour me ramener à la maison. Il dut être bien fatigué, car M. Wopsle n'en pouvait plus et était dans un tel état de surexcitation que si l'église eût été accessible à tout le monde, il eût probablement excommunié l'expédition tout entière, en commençant par Joe et par moi. Avec son peu de jugement, il était resté assis sur la terre humide pendant un temps très déraisonnable, si bien qu'après avoir ôté sa redingote pour la suspendre au feu de la cuisine, l'état évident de son pantalon aurait réclamé les mêmes soins, si ce n'eût été commettre un crime de lèse convenance. Pendant ce temps, on m'avait remis sur mes pieds et je chancelais sur le plancher de la cuisine comme un petit ivrogne. J'étais étourdi, sans doute parce que j'avais dormi et sans doute aussi à cause des lumières et du bruit que faisaient tous ces personnages qui parlaient tous en même temps. En revenant à moi, grâce à un grand coup de poing qui me fut administré par ma sœur entre les deux épaules, et grâce aussi à l'exclamation stimulante « Allons donc, a-t-on jamais vu un pareil gamin ?» J'entendis Joe leur raconter les aveux du forçat, et tous les invités s'évertuaient à chercher par quels moyens il avait pu pénétrer jusqu'au garde-manger. M. Pumblechook découvrit, après un mystérieux examen des lieux, qu'il avait dû gagner d'abord le toit de la forge, puis le toit de la maison, et que de là, il s'était laissé glisser, à l'aide d'une corde, par la cheminée de la cuisine. Et comme M. Pumblechook était un homme influent et positif, et qu'il conduisait lui-même sa voiture, au vu et au su de tout le monde, on admit que les choses avaient dû se passer ainsi qu'il le disait. M. Wospel eut beau crier « Mais non !» avec la faible voix d'un homme fatigué, comme il n'apportait aucune théorie à l'appui de sa négation et qu'il n'avait pas d'habit sur le dos, on n'y fit aucune attention. Sans compter qu'il se dégageait une vapeur épaisse du fond de son pantalon, qu'il tenait tourné vers le feu de la cuisine pour en faire évaporer l'humidité. On comprendra que tout cela n'était pas fait pour inspirer une grande confiance. C'est tout ce que j'entendis ce soir-là,
jusqu'au moment où ma sœur m'empoigna comme un coupable en me reprochant d'avoir dormi sous les yeux de toute la société et me mena coucher en me tirant par la main avec une violence telle qu'en marchant je faisais autant de bruit que si j'eusse traîné 50 paires de bottes sur les escaliers. Mon esprit, tendu et agité dès le matin, ainsi que je l'ai déjà dit, resta dans cet état longtemps encore, après qu'on eut laissé tomber dans l'oubli ce terrible sujet, dont on ne parla plus que dans des occasions tout à fait exceptionnelles. Chapitre 7. À cette époque, quand je lisais dans le cimetière les inscriptions des tombeaux, j'étais juste assez savant pour les épeler, et encore le sens que je formais de leur construction n'était-il pas toujours très correct. Par exemple, je comprenais que « épouse du ci-dessus » était un compliment adressé à mon père dans un monde meilleur. Et si, sur la tombe d'un de mes parents défunts, j'avais lu n'importe quel titre de parenté suivi de ces mots « du ci-dessus », je n'aurais pas manqué de prendre l'opinion la plus triste de ce membre de la famille. Mes notions théologiques, que je n'avais puisées que dans le catéchisme, n'étaient pas non plus parfaitement exactes, car je me souviens que lorsqu'on m'invitait à suivre le droit chemin, durant toute ma vie, je supposais que cela voulait dire qu'il me fallait toujours suivre le même chemin pour rentrer ou sortir de chez nous, sans jamais me détourner, en passant par la maison du charron ou bien encore par le moulin. Je devais être, dès que je serais en âge, l'apprenti de Joe. Jusque-là, je n'avais pas à prétendre à aucune autre dignité qu'à ce que Mrs. Joe appelait être dorloté et que je traduisais, moi, par être trop bourré. Non seulement je servais d'aide à la forge, mais si quelques voisins avaient, par hasard, besoin d'un mannequin pour effrayer les oiseaux, ou de quelqu'un pour ramasser les pierres, ou faire n'importe quelle autre besogne du même genre, j'étais honoré de cet emploi. Cependant, afin de ménager la dignité de notre position élevée, de ne pas la compromettre, on avait placé sur le manteau de la cheminée de la cuisine une tirelire dans laquelle, on le disait à tout le monde, tout ce que je gagnais était versé. Mais j'ai une vague idée que mes épargnes ont dû contribuer un jour à la liquidation de la dette nationale. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais, pour ma part, espéré participer à ce trésor. La grande-tante de M. Wopsle tenait une école du soir dans le village, c'est-à-dire que c'était une vieille femme ridicule, d'un mérite fort restreint et qui avait des infirmités sans nombre. Elle avait l'habitude de dormir de 6 à 7 heures du soir, en présence d'enfants qui payaient chacun 2 pence par semaine pour la voir se livrer à ce repos salutaire. Elle louait un petit cottage dont M. Wopsle occupait l'étage supérieur, où nous autres écoliers l'entendions habituellement lire à haute voix et quelquefois frapper de grands coups de pied sur le plancher. On croyait généralement que M. Wopsle inspectait l'école une fois par semaine, mais ce n'était qu'une pure fiction. Tout ce qu'il faisait, dans ces occasions, c'était de relever les parements de son habit, de passer la main dans ses cheveux et de nous débiter le discours de Marc-Antoine sur le corps de César. Puis venait invariablement l'ode de Collins sur les passions, après laquelle je ne pouvais m'empêcher de comparer M. Wopsle à la vengeance rejetant son épée teinte de sang et vociférant pour ramasser la trompette qui doit annoncer la guerre. Je n'étais pas alors ce que je devins plus tard, quand j'atteignis l'âge des passions et que je les comparais à Collins et à Wopsle, ce fut au grand désavantage de ces deux gentlemen. La grand-tante de M. Wopsle, indépendamment de cette maison d'éducation, tenait dans la même chambre une petite boutique de toutes sortes de petites choses. Elle n'avait elle-même aucune idée de ce qu'elle avait en magasin, ni de la valeur de ses objets, mais il y avait dans un tiroir un mémorandum graisseux qui servait de catalogue et indiquait les prix. À l'aide de cet oracle infaillible, Biddy présidait à toutes les transactions commerciales. Biddy était la petite-fille de la grand-tante de M. Wopsle. J'avoue que je n'ai jamais pu trouver à quel degré elle était parente de ce dernier. Biddy était orpheline comme moi. Comme moi aussi, elle avait été élevée à la main. Elle se faisait surtout remarquer par ses extrémités,
car ses cheveux n'étaient jamais peignés, ses mains toujours sales et ses souliers, n'étant jamais entrés qu'à moitié, laissaient sortir ses talons. Je ferai remarquer que cette description ne doit s'appliquer qu'aux jours de la semaine. Les dimanches, elle se nettoyait à fond pour se rendre à l'église. Grâce à mon application, et bien plus avec l'aide de Biddy qu'avec celle de la grand-tante de M. Wopsle, je m'escrimais avec l'alphabet comme avec un buisson de ronces. Et j'étais très fatiguée et très égratignée par chaque lettre. Ensuite, je tombais parmi ces 9 gredins de chiffres qui semblaient chaque soir prendre un nouveau déguisement pour éviter d'être reconnus. Mais à la fin, je commençais à lire, écrire et calculer, le tout à l'aveuglette et en tâtonnant, et sur une très petite échelle. Un soir, j'étais assis dans le coin de la cheminée, mon ardoise sur les genoux, m'évertuant à écrire une lettre à Joe. Je pense que cela devait être une année au moins après notre expédition dans les marais, car c'était en hiver et il gelait très fort. J'avais devant moi, par terre, un alphabet auquel je me reportais à tout moment. Je réussis donc, après 1 ou 2 heures de travail, à tracer cette épître. « Mon cher Joe, j'espère que tu es bien portant. J'espère aussi que je serai bientôt capable de te Joe. Alors, nous serons contents et, crois-moi, ton ami Pip. » Je dois dire qu'il n'était pas indispensable que je communiquasse avec Joe par lettre, d'autant plus qu'il était assis à côté de moi et que nous étions seuls. Mais je lui remis de ma propre main cette missive, écrite sur l'ardoise avec le crayon, et il la reçut comme un miracle d'érudition. « Ah, mon petit Pip !» s'écria Joe en ouvrant ses grands yeux bleus. « Je dis, mon petit Pip, que tu es un fier savant, toi. » « Je voudrais bien être savant, » lui répondis-je. Et en jetant un coup d'œil sur l'ardoise, il me sembla que l'écriture suivait une légère inclination de bas en haut. « Ah ah, voilà un J, dit Joe, et un O, ma parole d'honneur. Oui, un J et un O, mon petit Pip, ça fait Joe. » Jamais je n'avais entendu Joe lire à haute voix aussi longtemps, et j'avais remarqué à l'église, le dernier dimanche, alors que je tenais notre livre de prière à l'envers, qu'il le trouvait tout aussi bien à sa convenance que si je l'eusse tenu dans le bon sens. Voulant donc saisir la présente occasion de m'assurer si, en enseignant Joe, j'aurais affaire à un commençant, je lui dis « Oh, mais lis le reste, Joe !»« Le reste ? Hein, mon petit Pip !» dit Joe en promenant lentement son regard sur l'ardoise. « 1, 2, 3. Eh bien, il y a 3 J et 3 O. Ça fait 3 Joe, Pip. » Je me penchai sur Joe et en suivant avec mon doigt, je lui lus la lettre tout entière. « C'est étonnant, dit Joe quand j'eus fini. Tu es un fameux écolier. »« Comment épelles-tu Gargery, Joe ?» lui demandai-je avec un petit air d'indulgence. « Je ne l'épelle pas du tout, dit Joe. »« Mais en supposant que tu l'épelles. »« Il ne faut pas le supposer, mon petit Pip, dit Joe, quoique j'aime énormément la lecture. »« Vraiment, Joe ? » ?»« Énormément. Mon petit Pip, dit Joe, donne-moi un bon livre ou un bon journal et mets-moi près d'un bon feu et je ne demande pas mieux. Seigneur, ajouta-t-il, après s'être frotté les genoux durant un moment, quand on arrive à un J et à un O, on se dit comme cela, j'y suis enfin. Un J et un O, ça fait Joe. C'est une fameuse lecture tout de même. Je conclus de là qu'ainsi que la vapeur, l'éducation de Joe était encore en enfance. Je continuai à l'interroger. « Es-tu jamais allé à l'école quand tu étais petit comme moi ?»« Non, mon petit Pip. »« Pourquoi, Joe ?»« Parce que, mon petit Pip, dit Joe en prenant le poker,
et se livrant à son occupation habituelle quand il était rêveur, c'est-à-dire en se mettant à tisonner le feu. Je vais te dire. Mon père, mon petit Pipe, s'adonnait à la boisson, et quand il avait bu, il frappait à coups de marteau sur ma mère. Sans miséricorde, c'était presque la seule personne qui l'eût à frapper, excepté moi, et il me frappait avec toute la vigueur qu'il aurait dû mettre à frapper son enclume. Tu m'écoutes, et tu me comprends, mon petit Pipe, n'est-ce pas? Oui, Joe. En conséquence, ma mère et moi, nous quittâmes mon père à plusieurs reprises. Alors ma mère, en s'en allant à son ouvrage, me disait « Joe, s'il plaît à Dieu, tu auras une bonne éducation. » Et elle me mettait à l'école. Mais mon père avait cela de bon dans sa dureté qu'il ne pouvait se passer longtemps de nous. Donc, il s'en venait avec un tas de monde faire un tel tapage à la porte des maisons où nous étions que les habitants n'avaient qu'une chose à faire, c'était de nous livrer à lui. Alors, il nous emmenait chez nous, et là, il nous frappait de plus belle. « Comme tu le penses bien, mon petit Pipe, dit Joe en laissant le feu et le poker en repos pour réfléchir. Tout cela n'avançait pas mon éducation. Certainement non, mon pauvre Joe. Cependant, prends garde, mon petit Pipe, continua Joe en reprenant le poker et en donnant 2 ou 3 coups fort judicieux dans le foyer. Il faut rendre justice à chacun. Mon père avait cela de bon, vois-tu. Je ne voyais rien de bon dans tout cela, mais je ne le lui dis pas. Oui, continua Joe, il fallait que quelqu'un fît bouillir la marmite. Sans cela, la marmite n'aurait pas bouilli du tout, sais-tu? Je le savais, et je le lui dis. En conséquence, mon père ne m'empêchait pas d'aller travailler. Et c'est ainsi que je me mis à apprendre mon métier actuel, qui était aussi le sien, et je travaillais dur, je t'en réponds, mon petit Pipe. Je vins à bout de le soutenir jusqu'à sa mort et de le faire enterrer convenablement, et j'avais l'intention de faire écrire sur sa tombe « Souviens-toi, lecteur, que, malgré ses torts, il avait eu du bon dans sa dureté. » Joe récita cette épitaphe avec un certain orgueil, qui me fit lui demander si, par hasard, il ne l'aurait pas composée lui-même. « Je l'ai composée moi-même, dit Joe, et d'un seul jet. Comme qui dirait forger un fer à cheval d'un seul coup de marteau. Je n'ai jamais été aussi surpris de ma vie. Je ne pouvais en croire mes propres yeux. À te dire vrai, je ne pouvais croire que c'était mon ouvrage. Comme je te le disais, mon petit Pipe, j'avais eu l'intention de faire graver cela sur sa tombe, mais la poésie ne se donne pas. Qu'on la grave en creux ou en relief, en ronde ou en gothique, ça coûte de l'argent, et je n'en fis rien. Sans parler des croque-morts, tout l'argent que je pus épargner fut pour ma mère. Elle était d'une pauvre santé et bien cassée, la pauvre femme. Elle ne tarda pas à suivre mon père et à goûter à son tour la paix éternelle. Les gros yeux bleus de Joe se mouillèrent de larmes. Il en frotta d'abord un, puis l'autre, avec le pommeau du poker, objet peu convenable pour cet usage, il faut l'avouer. « J'étais bien isolé, alors, dit Joe, car je vivais seul ici. Je fis connaissance de ta sœur, tu sais, mon petit Pipe. » Et il me regardait comme s'il n'ignorait pas que mon opinion différât de la sienne. « Et ta sœur est un beau corps de femme. » Je regardais le feu pour ne pas laisser voir à Joe le doute qui se peignait sur ma physionomie. « Quelles que soient les opinions de la famille ou du monde à cet égard, mon petit Pipe, ta sœur est, comme je te le dis, un beau corps de femme, dit Joe en frappant avec le poker le charbon de terre à chaque mot qu'il disait. Je ne trouvais rien de mieux à dire que ceci. Je suis bien aise de te voir penser ainsi, Joe. Et moi aussi, reprit-il en me pinçant amicalement. Je suis bien aise de le penser, mon petit Pipe. Un peu rousse et un peu osseuse, par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que cela me fait, à moi? J'observais avec beaucoup de justesse que si cela ne lui faisait rien à lui, à plus forte raison, cela ne devait rien faire aux autres. Certainement, fit Joe. Tu as raison, mon petit Pipe. Quand je fis la connaissance de ta sœur, elle me dit comment elle t'élevait à la main, ce qui était très bon de sa part, comme disaient les autres, et moi-même je finis par dire comme eux. Quant à toi,
ajouta Joe, qui avait l'air de considérer quelque chose de très laid, si tu avais pu voir combien tu étais maigre et chétif, mon pauvre garçon, tu aurais conservé la plus triste opinion de toi-même. Ce que tu dis là n'est pas très consolant, mais ça ne fait rien, Joe. Mais ça me faisait quelque chose à moi, reprit-il avec tendresse et simplicité. Aussi, quand j'offris à ta sœur de devenir ma compagne, quand à l'église et d'autres fois je la priais de m'accompagner à la forge, je lui dis « Amenez le pauvre petit avec vous. Que Dieu bénisse le pauvre cher petit. Il y a place pour lui à la forge. » J'éclatai en sanglots et saisis Joe par le cou en lui demandant pardon. Il laissa tomber le poker pour m'embrasser et me dit « Nous serons toujours les meilleurs amis du monde, mon petit Pip, n'est-ce pas? Ne pleure pas, mon petit Pip. » Après cette petite interruption, Joe reprit « Eh bien, tu vois, mon petit Pip, où nous en sommes. Maintenant, en te tenant dans mes bras et sur mon cœur, je dois te prévenir que je suis affreusement triste. Oui, tout ce qu'il y a de plus triste. Mais il ne faut pas que Mrs. Joe s'en doute. Il faut que cela reste un secret, si je puis m'exprimer ainsi. Et pourquoi un secret? Le pourquoi, je vais te le dire, mon petit Pip. » Il avait repris le poker, sans lequel il semblait ne pouvoir mener à bonne fin sa démonstration. « Ta sœur s'est adonnée au gouvernement. »« Adonnée au gouvernement, Joe ?» repris-je étonné, car il m'était venu la drôle d'idée, je craignais, et j'allais même jusqu'à espérer, que Joe s'était séparé de sa femme en faveur des lords de l'amirauté ou des lords de la trésorerie. « Adonnée au gouvernement, » répéta Joe. « Je veux dire par là qu'elle nous gouverne, toi et moi. »« Oh, et elle ne tient pas à avoir chez elle des gens instruits, » continua Joe, « et moi, moins qu'un autre, dans la crainte que je ne secoue le joug comme un rebelle, vois-tu. » J'allais demander pourquoi il ne le faisait pas, quand Joe m'arrêta. « Attends un peu, je sais ce que tu veux dire, mon petit Pip. Attends un peu. Je ne nie pas que Mrs. Joe ne nous traite quelquefois comme des nègres, et qu'à certaines époques, elle ne nous tombe dessus avec une violence que nous ne méritons pas. À ces époques, quand ta sœur a la tête montée, mon petit Pip, je dois avouer que je la trouve un peu brusque. » Joe n'avait dit ces paroles qu'après avoir regardé du côté de la porte et en baissant la voix. « Pourquoi je ne me révolte pas? Voilà ce que tu allais me demander quand je t'ai interrompu, Pip. »« Oui, Joe. »« Eh bien, » dit Joe en passant son poker dans sa main gauche, afin de pouvoir caresser ses favoris de sa main droite. « Ta sœur est un esprit fort. Un esprit fort. Un esprit fort. Tu m'entends bien? »« Qu'est-ce que c'est que cela ?» me demandai-je, dans l'espoir de l'empêcher d'aller plus loin. Mais Joe était mieux préparé pour sa définition que je ne m'y étais attendu. Il m'arrêta par une argumentation évasive et me répondit en me regardant en face. « Elle. »« Mais moi, je ne suis pas un esprit fort, » reprit Joe en cessant de me regarder en face. « Et ce que je vais te dire est parfaitement sérieux, mon petit Pip. Je vois toujours ma pauvre mère, mourant à petit feu et ne pouvant goûter un seul jour de tranquillité pendant sa vie. De sorte que je crains toujours d'être dans la mauvaise voie et de ne pas faire tout ce qu'il faut pour rendre une femme heureuse. Et je préfère de beaucoup être un peu malmenée moi-même. Je voudrais qu'il n'existât pas de tickler pour toi, mon petit Pip. Je voudrais faire tout tomber sur moi. Mais tu vois que je n'y puis absolument rien. » Malgré mon jeune âge, je crois que de ce moment, j'eus une nouvelle admiration pour Joe. Dès lors, nous fûmes égaux, comme nous l'avions été auparavant. Mais, à partir de ce jour, je crois que je considérais Joe avec un nouveau sentiment, et que ce sentiment partait du fond de mon cœur. « Quoi qu'il en soit, » dit Joe, en se levant pour alimenter le feu, « 8 heures vont sonner au coucou hollandais, et elle n'est pas encore rentrée. J'espère bien que la jument de l'oncle Pumblechook ne l'a pas jetée à terre. » Mrs. Joe allait de temps à autre faire quelques petites tournées avec l'oncle Pumblechook. C'était surtout les jours de marché.
Elle l'aidait en ces circonstances à acheter les objets de consommation ou de ménage dont l'acquisition réclame les conseils d'une femme, car l'oncle Pumblechook était célibataire et n'avait aucune confiance dans sa domestique. Ce jour-là étant jour de marché, cela expliquait donc l'absence de Mrs. Joe. Joe arrangeait le feu, balayait devant la cheminée, puis nous allions à la porte pour écouter si l'on n'entendait pas venir la voiture de l'oncle Pumblechook. La nuit était froide et sèche, le vent pénétrant, il gelait ferme. Un homme serait mort en passant cette nuit-là dans les marais. Je levai les yeux vers les étoiles, et je me figurais combien il devait être terrible pour un homme de les regarder en se sentant mourir de froid, sans trouver de secours ou de pitié dans cette multitude étincelante. « Voilà la jument, » dit Joe, « elle sonne comme un carillon. » Effectivement, le bruit des fers de la jument se faisait entendre sur la route durcie par la gelée. L'animal trottait même plus gaiement qu'à son ordinaire. Nous plaçâmes dehors une chaise pour aider à descendre Mrs. Joe, après avoir avivé le foyer, de façon à ce qu'elle pût apercevoir la lumière par la fenêtre et s'assurer que rien n'était en désordre dans la cuisine. Quand nous eûmes terminé tous ces préparatifs, les voyageurs étaient arrivés à la porte, enveloppés jusqu'aux yeux. Mrs. Joe descendit sans trop de peine, et l'oncle Pumblechook aussi. Ce dernier vint nous rejoindre à la cuisine, après avoir étendu une couverture sur le dos de son cheval. Ils avaient si froid tous les deux qu'ils semblaient attirer toute la chaleur du foyer. « Allons, » dit Mrs. Joe, en ôtant à la hâte son manteau et en rejetant vivement en arrière son chapeau, qui resta suspendu par les cordons derrière son épaule. « Si ce garçon-là ne montre pas de reconnaissance ce soir, il n'en montrera jamais. » J'avais l'air aussi reconnaissant qu'on peut l'être, quand on ne sait pas pourquoi on doit exprimer sa gratitude. « Il faut seulement espérer, » dit ma sœur, « qu'on ne le choiera pas trop, mais je crains bien le contraire. »« Soyez sans inquiétude, ma nièce, » dit M. Pumblechook. « Il n'y a rien à craindre avec elle. »« Elle ?» Je levai les yeux sur Joe en lui faisant signe des lèvres et des sourcils. « Elle ?» Joe me répondit par un mouvement tout à fait semblable. « Elle ?» Ma sœur ayant surpris son mouvement, il passa le revers de sa main sur son nez en la regardant avec l'air conciliant qui lui était habituel en ces occasions. « Eh bien, » dit ma sœur de sa voix hargneuse, « qu'est-ce que tu as à regarder ainsi? Le feu est-il à la maison ?» « Quelqu'un, » hasarda poliment Joe, « a dit « elle ». « Et c'est bien elle qu'il faut dire, je suppose, » dit ma sœur, « à moins que tu ne prennes Miss Havisham pour un homme. Mais j'espère que tu n'es pas encore assez bête pour cela. »« Miss Havisham ? De la ville ?» dit Joe. « Y a-t-il une Miss Havisham à la campagne ?» repartit ma sœur. « Elle a besoin que ce garçon aille là-bas, et il y va. Et il tâchera d'être content, » ajouta-t-elle en levant la tête, comme pour m'encourager à être gai et content. « Ou bien je m'en mêlerai. » J'avais entendu parler de Miss Havisham. Qui n'avait pas entendu parler de Miss Havisham à plusieurs milles à la ronde, comme d'une dame immensément riche et morose, habitant une vaste maison, à l'aspect terrible, fortifiée contre les voleurs, et qui vivait d'une manière fort retirée ? « Assurément, » dit Joe étonné, « mais je me demande comment elle a connu mon petit Pip. »« Imbécile, » dit ma sœur. « Qui t'a dit qu'elle le connut ?»« Quelqu'un, » reprit Joe avec beaucoup d'égard, « a dit qu'elle le demandait et qu'elle avait besoin de lui. »« Et n'a-t-elle pas pu demander à l'oncle Pumblechook s'il ne connaissait pas un garçon qui pût la distraire ? Ne se peut-il pas que l'oncle Pumblechook soit un de ses locataires et qu'il aille quelquefois, nous ne te dirons pas si c'est tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ce qui serait en dire trop long, mais quelquefois payer son loyer ? Et n'a-t-elle pas pu demander à l'oncle Pumblechook s'il connaissait quelqu'un qui pût lui convenir, et l'oncle Pumblechook, qui pense à nous sans cesse, quoique tu crois peut-être tout le contraire, Joseph, ajouta-t-elle d'un ton de profond reproche, comme si Joe eût été le plus endurci des neveux, n'a-t-il pas bien pu parler de ce garçon, de cette mauvaise tête-là ? Je déclare solennellement que moi, je ne l'aurais pas fait. «
Très bien, s'écria l'oncle Pumblechook. Voilà qui est parfaitement clair et précis. Très bien, très bien. Maintenant, Joseph, tu sais tout. Non, Joseph, reprit ma sœur, toujours d'un ton de reproche, tandis que Joe passait et repassait le revers de sa main sous son nez. Tu ne sais pas encore tout, quoi que tu en puisses penser, et quoi que tu puisses croire que tu le sais. Mais il n'en est rien, car tu ne sais pas que l'oncle Pumblechook, prenant à cœur tout ce qui nous concerne, et voyant que l'entrée de ce garçon chez Miss Havisham était un premier pas vers la fortune, m'a offert de l'emmener ce soir même dans sa voiture, de le garder la nuit chez lui, et de le présenter lui-même à Miss Havisham demain matin. « Eh, mon Dieu, qu'est-ce donc que je fais là ?» s'écria ma sœur tout à coup, en rejetant son chapeau par un mouvement de désespoir. « Je reste là à causer avec des imbéciles, des bêtes brutes, pendant que l'oncle Pumblechook attend. Que la jument s'enrhume à la porte, et que ce mauvais sujet-là est encore tout couvert de crottes et de saleté, depuis le bout des cheveux jusqu'à la semelle de ses souliers. » Sur ce, elle fondit sur moi comme un aigle sur un agneau. Elle me saisit la tête, me la plongea à plusieurs reprises dans un baquet plein d'eau, me savonna, m'essuya, me bourra, m'égratigna et me ratissa jusqu'à ce que je ne fusse plus moi-même. Je pus remarquer ici que je m'imagine connaître mieux qu'aucune autorité vivante les sillons et les cicatrices que produit une alliance, en repassant et repassant sans pitié sur un visage humain. Quand mes ablutions furent terminées, on me fit entrer dans du linge neuf, de l'espèce la plus rude, comme un jeune pénitent dans son cilice. On m'empaqueta dans mes habits les plus étroits, mes terribles habits. Puis on me remit entre les mains de M. Pumblechook, qui me reçut officiellement comme s'il eût été le shérif et qui débita le speech suivant. Je savais qu'il avait manqué mourir en le composant. « Mon garçon, sois toujours reconnaissant envers tes parents et tes amis, mais surtout envers ceux qui t'ont élevé à la main. » Adieu, Joe. Dieu te bénisse, mon petit Pip. Je ne l'avais jamais quitté jusqu'alors, et, grâce à mon émotion, mêlée à mon eau de savon, je ne pus tout d'abord voir les étoiles en montant dans la carriole. Bientôt, cependant, elles se détachèrent une à une sur le velours du ciel, mais sans jeter aucune lumière sur ce que j'allais faire chez Miss Havisham. Chapitre 8. La maison de M. Pumblechook, située dans la grande rue, était poudreuse, comme doit l'être toute maison de blatier et de grainetier. Je pensais, à part moi, qu'il devait être un homme bien heureux, avec une telle quantité de petits tiroirs dans sa boutique, et je me demandais, en regardant dans l'un des tiroirs inférieurs et en considérant les petits paquets de papier qui y étaient entassés, si les graines et les oignons qu'ils contenaient étaient essentiellement désireux de sortir un jour de leur prison pour aller germer en plein champ. C'était le lendemain matin de mon arrivée que je me livrais à ces remarques. La veille au soir, on m'avait envoyé coucher dans un grenier si bas de plafond, dans le coin où était le lit, que je calculais qu'une fois dans ce lit, les tuiles du toit n'étaient guère à plus d'1 pied au-dessus de ma tête. Ce même matin, je découvris qu'il existait une grande affinité entre les graines et le velours à côte. M. Pumblechook portait du velours à côte, ainsi que son garçon de boutique, de sorte qu'il y avait une odeur générale répandue sur le velours à côte qui ressemblait tellement à l'odeur des graines, et dans les graines une telle odeur de velours à côte qu'on aurait pu dire que, très difficilement, laquelle des deux odeurs dominait. Je remarquai en même temps que M. Pumblechook paraissait réussir dans son commerce en regardant le cellier de l'autre côté de la rue, lequel cellier semblait n'avoir autre chose à faire dans l'existence qu'à mettre ses mains dans ses poches et à fixer le carrossier qui, à son tour, gagnait sa vie en contemplant, les 2 bras croisés, le boulanger qui, de son côté, ne quittait pas des yeux le mercier. Celui-ci se croisait aussi les bras et dévisageait l'épicier qui, sur le pas de sa porte, bâillait à l'apothicaire. L'horloger, toujours penché sur une petite table avec son verre grossissant dans l'œil, et toujours espionné par un groupe de commères à travers le vitrage de la devanture de sa boutique, semblait être la seule personne, dans la grande rue,
qui donna vraiment quelque attention à son travail. Monsieur Pumblechook et moi, nous déjeunâmes à 8 heures dans l'arrière-boutique, tandis que le garçon de magasin, assis sur un sac de pois dans la boutique même, savourait une tasse de thé et un énorme morceau de pain et de beurre. Je considérais monsieur Pumblechook comme une pauvre société, sans compter qu'ayant été prévenu par ma sœur que mes repas devaient avoir un certain caractère de diète mortifiante et pénitentielle, il me donna le plus de mie possible, combiné avec une parcelle inappréciable de beurre, et mit dans mon lait une telle quantité d'eau chaude qu'il eût autant valu me retrancher le lait tout à fait. De plus, sa conversation roulait toujours sur l'arithmétique. Le matin, quand je lui dis poliment « bonjour », il me répondit « 7 fois 9, mon garçon ». Comment aurais-je pu répondre, interrogé de cette manière, dans un pareil lieu et l'estomac creux ? J'avais faim, mais avant que j'eusse le temps d'avaler une seule bouchée, il commença une addition qui dura pendant tout le déjeuner. 7 et 4, et 8 et 6, et 2 et 10, et ainsi de suite. Après chaque nombre, j'avais à peine le temps de mordre une bouchée ou de boire une gorgée, pendant qu'étalé dans son fauteuil et ne songeant à rien, il mangeait du jambon frit et un petit pain chaud, de la manière la plus gloutonne, si j'ose me servir de cette expression irrévérencieuse. On comprendra que je vis arriver avec bonheur le moment de nous rendre chez Miss Havisham. Quoique je ne fusse pas parfaitement rassuré sur la manière dont j'allais être reçu sous le toit de cette dame. En moins d'un quart d'heure, nous arrivâmes à la maison de Miss Havisham, qui était construite en vieilles briques, d'un aspect lugubre, et avait une grande grille en fer. Quelques-unes des fenêtres avaient été murées, le bas de toutes celles qui restaient avait été grillé. Il y avait une cour devant la maison, elle était également grillée, de sorte qu'après avoir sonné, nous dûmes attendre qu'on vînt nous ouvrir. En attendant, je jetai un coup d'œil à l'intérieur, bien que M. Pumblechook m'eût dit « 5 et 14 », mais je fis semblant de ne pas l'entendre. Je vis que d'un côté de la maison, il y avait une brasserie. On n'y travaillait pas, et elle paraissait n'avoir pas servi depuis longtemps. On ouvrit une fenêtre, et une voix claire demanda « Qui est là ?» À quoi mon compagnon répondit « Pumblechook ». « Très bien », répondit la voix. Puis la fenêtre se referma, et une jeune femme traversa la cour avec un trousseau de clés à la main. « Voici Pip, » dit M. Pumblechook. « Ah, vraiment ?» répondit la jeune femme, qui était fort jolie et paraissait très fière. « Entre, Pip !» M. Pumblechook allait entrer aussi, quand elle l'arrêta avec la porte. « Oh, dit-elle, est-ce que vous voulez voir Miss Havisham ?»« Oui, si Miss Havisham désire me voir, » répondit M. Pumblechook, désappointé. « Ah, dit la jeune femme, mais vous voyez bien qu'elle ne le désire pas. » Elle dit ces paroles d'une façon qui admettait si peu d'insistance que, malgré sa dignité offensée, M. Pumblechook ne put protester, mais il me lança un coup d'œil sévère, comme si je lui avais fait quelque chose, et il partit en m'adressant ces paroles de reproche. « Mon garçon, que ta conduite ici fasse honneur à ceux qui t'ont élevé à la main. » Je craignais qu'il ne revînt pour me crier à travers la grille. « Et 16 ?» Mais il n'en fit rien. Ma jeune introductrice ferma la grille, et nous traversâmes la cour. Elle était pavée et très propre, mais l'herbe poussait entre chaque pavé. Un petit passage conduisait à la brasserie, dont les portes étaient ouvertes. La brasserie était vide et hors de service. Le vent semblait plus froid que dans la rue, et il faisait entendre en s'engouffrant dans les ouvertures de la brasserie un sifflement aigu, semblable au bruit de la tempête battant les agrès d'un navire. Elle vit que je regardais du côté de la brasserie, et elle me dit « Tu pourrais boire tout ce qui se brasse de bière là-dedans, aujourd'hui, sans te faire de mal, mon garçon. »« Je le crois bien, mademoiselle, » répondis-je d'un air rusé. « Il vaut mieux ne pas essayer de brasser de la bière dans ce lieu, elle surirait bientôt, n'est-ce pas, mon garçon ? » ?»« Je le crois, mademoiselle. »« Ce n'est pas que personne soit tenté de l'essayer, » ajouta-t-elle. « Et la brasserie ne servira plus guère.
Quant à la bière, il y en a assez dans les caves pour noyer Manor House tout entier. Est-ce que c'est là le nom de la maison, mademoiselle ? C'est un de ces noms, mon garçon. Elle en a donc plusieurs, mademoiselle ? Elle en avait encore un autre. L'autre nom était Satis, qui, en grec, en latin ou en hébreu, je ne sais lequel des trois, et cela m'est égal, veut dire assez. Maison assez, dis-je. Quel drôle de nom, mademoiselle. Oui, répondit-elle. Cela signifie que celui qui la possédait n'avait besoin de rien autre chose. Je trouve que, dans ce temps-là, on était facile à contenter. Mais dépêchons, mon garçon. Bien qu'elle m'appelât à chaque instant mon garçon, avec un sans-gêne qui n'était pas très flatteur, elle était de mon âge, à très peu de choses près. Elle paraissait cependant plus âgée que moi, parce qu'elle était fille, belle et bien mise, et elle avait avec moi un petit air de protection, comme si elle eût eu 21 ans et qu'elle eût été reine. Nous entrâmes dans la maison par une porte de côté. La grande porte d'entrée avait 2 chaînes, et la première chose que je remarquai, c'est que les corridors étaient entièrement noirs, et que ma conductrice y avait laissé une chandelle allumée. Mon introductrice prit la chandelle. Nous passâmes à travers de nombreux corridors, nous montâmes un escalier. Tout cela était toujours tout noir, et nous n'avions que la chandelle pour nous éclairer. Nous arrivâmes enfin à la porte d'une chambre. Là, elle me dit « Entre !»« Après vous, mademoiselle » lui répondis-je d'un ton plus moqueur que poli. À cela, elle me répliqua « Voyons, pas de niaiserie, mon garçon. C'est ridicule, je n'entre pas. » Et elle s'éloigna avec un air de dédain. Et ce qui était pire, elle emporta la chandelle. Je n'étais pas fort rassuré. Cependant, je n'avais qu'une chose à faire, c'était de frapper à la porte. Je frappais. De l'intérieur, quelqu'un me cria d'entrer. J'entrai donc, et je me trouvais dans une chambre assez vaste, éclairée par des bougies, car pas le moindre rayon de soleil n'y pénétrait. C'était un cabinet de toilette, à en juger par les meubles, quoique la forme et l'usage de la plupart d'entre eux me fussent inconnus. Mais je remarquai surtout une table drapée, surmontée d'un miroir doré, que je pensais, à première vue, devoir être la toilette d'une grande dame. Je n'aurais peut-être pas fait cette réflexion si tôt, si dès en entrant, je n'avais vu, en effet, une belle dame assise à cette toilette, mais je ne saurais le dire. Dans un fauteuil, le coude appuyé sur cette table et la tête penchée sur sa main, était assise la femme la plus singulière que j'eusse jamais vue et que je verrai jamais. Elle portait de riches atours, dentelles, satin et soie, le tout blanc. Ses souliers même étaient blancs. Un long voile blanc tombait de ses cheveux. Elle avait sur la tête une couronne de mariée. Mais ses cheveux étaient tout blancs. De beaux diamants étincelaient à ses mains et autour de son cou, et quelques autres étaient restés sur la table. Des habits moins somptueux que ceux qu'elle portait étaient à demi sortis d'un coffre et éparpillés alentour. Elle n'avait pas entièrement terminé sa toilette, car elle n'avait chaussé qu'un soulier. L'autre était sur la table, près de sa main. Son voile n'était posé qu'à demi. Elle n'avait encore ni sa montre ni sa chaîne, et quelques dentelles, qui devaient orner son sein, étaient avec ses bijoux, son mouchoir, ses gants, quelques fleurs et un livre de prière, confusément entassés autour du miroir. Ce ne fut pas dans le premier moment que je vis toutes ces choses, quoique j'en visse plus au premier abord qu'on ne pourrait le supposer. Mais je vis bien vite que tout ce qui me paraissait d'une blancheur extrême ne l'était plus depuis longtemps. Cela avait perdu tout son lustre et était fané et jauni. Je vis que dans sa robe nuptiale, la fiancée était flétrie, comme ses vêtements, comme ses fleurs, et qu'elle n'avait conservé rien de brillant que ses yeux caves. On voyait que ses vêtements avaient autrefois recouvert les formes gracieuses d'une jeune femme, et que le corps sur lequel il flottait maintenant s'était réduit et n'avait plus que la peau et les os. J'avais vu autrefois à la foire une figure de cire représentant je ne sais plus quel personnage impassible exposé après sa mort. Dans une autre occasion, j'avais été voir, à la vieille église de nos marais, un squelette couvert de riches vêtements qu'on venait de découvrir sous le pavé de l'église. En ce moment, la figure de cire et le squelette me semblaient avoir des yeux noirs
qui remuait en me regardant. J'aurais crié si j'avais pu. « Qui est là ?» demanda la dame assise à la table de toilette. « Pip, madame. »« Pip ?»« Le jeune homme de monsieur Pumblechook, madame, qui vient pour jouer. »« Approche, que je te vois, approche. Plus près, plus près. » Ce fut lorsque je me trouvai devant elle et que je tâchais d'éviter son regard que je pris une note détaillée des objets qui l'entouraient. Je remarquai que sa montre était arrêtée à 9h moins 20 minutes et que la pendule de la chambre était aussi arrêtée à la même heure. « Regarde-moi, dit Miss Havisham. Tu n'as pas peur d'une femme qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis que tu es au monde. » Je regrette d'être obligée de constater que je ne reculais pas devant l'énorme mensonge contenu dans ma réponse négative. « Sais-tu ce que je touche là ?» dit-elle en appuyant ses deux mains sur son côté gauche. « Oui, madame. » Cela me fit penser au jeune homme qui avait dû me manger le cœur. « Qu'est-ce ? » ?»« Votre cœur ? » ?»« Oui, il est mort. » Elle murmura ces mots avec un regard étrange et un sourire de parc qui renfermait une espèce de vanité. Puis, ayant tenu ses mains sur son cœur pendant quelques moments, elle les ôta lentement, comme si elles eussent pressé trop fortement sa poitrine. « Je suis fatiguée, » dit Miss Havisham. « J'ai besoin de distraction. Je suis lasse des hommes et des femmes. Joue. » Je pense que le lecteur le plus exigeant voudra bien convenir que, dans les circonstances présentes, il eût été difficile de me donner un ordre plus embarrassant à remplir. « J'ai de singulières idées quelquefois, » continua-t-elle, « et j'ai aujourd'hui la fantaisie de voir quelqu'un jouer. Là, là, fit-elle en agitant avec impatience les doigts de sa main droite. Joue, joue, joue. Un moment, la crainte de voir venir ma sœur m'aider, comme elle l'avait promis, me donna l'idée de courir tout autour de la chambre, en galopant comme la jument de M. Pumblechook. Mais je sentis mon incapacité de remplir convenablement ce rôle, et je n'en fis rien. Je continuai à regarder Miss Havisham d'une façon qu'elle trouva sans doute peu aimable, car elle me dit « Es-tu donc maussade et obstinée ?»« Non, madame, je suis bien fâchée de ne pouvoir jouer en ce moment. Oui, très fâchée pour vous. Si vous vous plaignez de moi, j'aurai des désagréments avec ma sœur. Et je jouerais, je vous l'assure, si je le pouvais. Mais tout ici est si nouveau, si étrange, si beau, si triste. » Je m'arrêtai, craignant d'en dire trop, si ce n'était déjà fait, et nous nous regardâmes encore tous les deux. Avant de me parler, elle jeta un coup d'œil sur les habits qu'elle portait, sur la table de toilette, et enfin sur elle-même, dans la glace. « Si nouveau pour lui, » murmura-t-elle, « si vieux pour moi, si étrange pour lui, si familier pour moi, si triste pour tous les deux. Appelle Estelle. » Comme elle continuait à se regarder dans la glace, je pensais qu'elle se parlait à elle-même, et je me tins tranquille. « Appelle Estelle, » répéta-t-elle en lançant sur moi un éclair de ses yeux. « Tu peux bien faire cela, j'espère. Va à la porte et appelle Estelle. » Aller dans le sombre et mystérieux couloir d'une maison inconnue, crier « Estelle !» à une jeune et méprisante petite créature que je ne pouvais ni voir ni entendre, et avoir le sentiment de la terrible liberté que j'allais prendre en lui criant son nom, était presque aussi effrayant que de jouer par ordre. Mais elle répondit enfin, une étoile brilla au fond du long et sombre corridor, et Estelle s'avança, une chandelle à la main. Miss Havisham la pria d'approcher, et prenant un bijou sur la table, elle l'essaya sur son joli cou et sur ses beaux cheveux bruns. « Ce sera pour vous un jour, dit-elle, et vous en ferez bon usage. Jouez aux cartes avec ce garçon. »« Avec ce garçon ? Pourquoi ? Ce n'est qu'un simple ouvrier. » Il me sembla entendre Miss Havisham répondre, mais cela me paraissait si peu vraisemblable. « Eh bien, vous pouvez lui briser le cœur. »« À quoi sais-tu jouer, mon garçon ? » me demanda Estelle avec le plus grand dédain. « Je ne joue qu'à la bataille, mademoiselle. »
Eh bien, battez-le, dit Miss Havisham à Estelle. Nous nous assîmes donc en face l'un de l'autre. C'est alors que je commençai à comprendre que tout, dans cette chambre, s'était arrêté depuis longtemps, comme la montre et la pendule. Je remarquai que Miss Havisham remit le bijou exactement à la place où elle l'avait pris. Pendant qu'Estelle battait les cartes, je regardai de nouveau sur la table de toilette et vis que le soulier, autrefois blanc, aujourd'hui jauni, n'avait jamais été porté. Je baissai les yeux sur le pied non chaussé et je vis que le bas de soie, autrefois blanc et jaune à présent, était complètement usé. Sans cet arrêt dans toute chose, sans la durée de tous ces pâles objets à moitié détruits, cette toilette nuptiale sur ce corps affaissé m'eût semblé un vêtement de mort, et ce long voile un suaire. Miss Havisham se tenait immobile comme un cadavre pendant que nous jouions aux cartes, et les garnitures et les dentelles de ses habits de fiancée semblaient pétrifiées. Je n'avais encore jamais entendu parler des découvertes qu'on fait de temps à autre de corps enterrés dans l'Antiquité et qui tombent en poussière dès qu'on y touche, mais j'ai souvent pensé depuis que la lumière du soleil l'eût réduite en poudre. « Il appelle les valets des Jeannots, ce garçon, » dit Estelle avec dédain, avant que nous eussions terminé notre première partie. « Et quelles mains il a! Et quels gros souliers !» Je n'avais jamais pensé à avoir honte de mes mains, mais je commençais à les trouver assez médiocres. Son mépris de ma personne fut si violent qu'il devint contagieux et s'empara de moi. Elle gagna la partie, et je donnai les cartes pour la seconde. Je me trompais, justement parce que je ne voyais qu'elle et que la jeune espiègle me surveillait pour me prendre en faute. Pendant que j'essayais de faire de mon mieux, elle me traita de maladroit, de stupide et de malotru. « Tu ne me dis rien d'elle ?» me fit remarquer Miss Havisham. « Elle te dit cependant des choses très dures, et tu ne réponds rien. Que penses-tu d'elle ?»« Je n'ai pas besoin de le dire. »« Dis-le moi tout bas, à l'oreille, » continua Miss Havisham en se penchant vers moi. « Je pense qu'elle est très fière, » lui dis-je tout bas. « Après ?»« Je pense qu'elle est très jolie. »« Après ?» »« Je pense qu'elle a l'air très insolent. » Elle me regardait alors avec une aversion très marquée. « Après, je pense que je voudrais retourner chez nous. »« Et ne plus jamais la voir, quoiqu'elle soit jolie ?»« Je ne sais pas si je voudrais ne plus jamais la voir, mais je voudrais bien m'en aller à la maison tout de suite. »« Tu iras bientôt, » dit Miss Havisham à haute voix. « Continuez à jouer ensemble. » Si je n'avais déjà vu une fois son sourire de parc, je n'aurais jamais cru que le visage de Miss Havisham pût sourire. Elle paraissait plongée dans une méditation active et incessante, comme si elle avait le pouvoir de transpercer toutes les choses qui l'entouraient, et il semblait que rien ne pourrait jamais l'en tirer. Sa poitrine était affaissée, de sorte qu'elle était toute courbée, sa voix était brisée, de sorte qu'elle parlait bas. Un sommeil de mort s'apesantissait peu à peu sur elle. Enfin, elle paraissait avoir le corps et l'âme, le dehors et le dedans, également brisés, sous le poids d'un coup écrasant. Je continuai la partie avec Estelle, et elle me battit. Elle rejeta les cartes sur la table, après me les avoir gagnées, comme si elle les méprisait pour avoir été touchée par moi. « Quand reviendras-tu ici ?» dit Miss Havisham. « Voyons. » J'allais lui faire observer que ce jour-là était un mercredi, quand elle m'interrompit avec son premier mouvement d'impatience, c'est-à-dire en agitant les doigts de sa main droite. « Là, je ne sais rien des jours de la semaine, ni des mois, ni des années. Viens dans 6 jours, tu entends ?»« Oui, madame. »« Estelle, conduisez-le en bas. Donnez-lui quelque chose à manger et laissez-le aller et venir pendant qu'il mangera. Allons, Pipe, va. » Je suivis la chandelle pour descendre, comme je l'avais suivie pour monter. Estelle la déposa à l'endroit où nous l'avions trouvée. Jusqu'au moment où elle ouvrit la porte d'entrée, je m'étais imaginé qu'il faisait tout à fait nuit, sans y avoir réfléchi. La clarté subite du jour me confondit. Il me sembla que j'étais restée pendant de longues heures dans cette étrange chambre qui ne recevait jamais d'autre clarté que celle des chandelles. « Tu vas attendre ici, entends-tu, mon garçon ?» dit Estelle. Et elle disparut
en fermant la porte. Je profitais de ce que j'étais seule dans la cour pour jeter un coup d'œil sur mes mains et sur mes souliers. Mon opinion sur ces accessoires ne fut pas des plus favorables. Jamais, jusqu'ici, je ne m'en étais préoccupée, mais je commençais à ressentir tout le désagrément de ces vulgarités. Je résolus de demander à Joe pourquoi il m'avait appris à appeler Jeannot les valets des cartes. J'aurais désiré que Joe eût été élevé plus délicatement, au moins j'y aurais gagné quelque chose. Estelle revint avec du pain, de la viande et un pot de bière. Elle déposa la bière sur une des pierres de la cour et me donna le pain et la viande sans me regarder, aussi insolemment qu'on eût fait à un chien en pénitence. J'étais si humiliée, si blessée, si piquée, si offensée, si fâchée, si vexée. Je ne puis trouver le vrai mot pour exprimer cette douleur. Dieu seul sait ce que je souffris, que les larmes me remplirent les yeux. À leur vue, la jeune fille eut l'air d'éprouver un vif plaisir à en être la cause. Ceci me donna la force de les rentrer et de la regarder en face. Elle fit un signe de tête méprisant, ce qui signifiait qu'elle était bien certaine de m'avoir blessée. Puis elle se retira. Quand elle fut partie, je cherchai un endroit pour cacher mon visage et pleurer à mon aise. En pleurant, je me donnais de grands coups contre les murs et je m'arrachais une poignée de cheveux. Telle était l'amertume de mes émotions, et si cruelle était cette douleur sans nom qu'elles avaient besoin d'être contrecarrées. Ma sœur, en m'élevant comme elle l'avait fait, m'avait rendue excessivement sensible. Dans le petit monde où vivent les enfants, n'importe qui les élève, rien n'est plus délicatement perçu, rien n'est plus délicatement senti que l'injustice. L'enfant ne peut être exposé, il est vrai, qu'à une injustice minime, mais l'enfant est petit, et son monde est petit. Son cheval à bascule ne s'élève qu'à quelques pouces de terre pour être en proportion avec lui. De même que les chevaux d'Irlande sont faits pour les Irlandais. Dès mon enfance, j'avais eu à soutenir une guerre perpétuelle contre l'injustice. Je m'étais aperçu, depuis le jour où j'avais pu parler, que ma sœur, dans ses capricieuses et violentes corrections, était injuste pour moi. J'avais acquis la conviction profonde qu'il ne s'ensuivait pas de ce qu'elle m'élevait à la main, qu'elle eût le droit de m'élever à coups de fouet. Dans toutes mes punitions, mes jeûnes, mes veilles et autres pénitences, j'avais nourri cette idée, et, à force d'y penser dans mon enfance solitaire et sans protection, j'avais fini par me persuader que j'étais moralement timide et très sensible. À force de me heurter contre le mur de la brasserie et de m'arracher les cheveux, je parvins à calmer mon émotion. Je passai alors ma manche sur mon visage et je quittai le mur où je m'étais appuyée. Le pain et la viande étaient très acceptables, la bière forte et pétillante, et je fus bientôt d'assez belle humeur pour regarder autour de moi. Assurément, c'était un lieu abandonné. Le pigeonnier de la cour de la brasserie était désert. La girouette avait été ébranlée et tordue par quelques grands vents qui auraient fait songer les pigeons à la mer, s'il y avait eu quelques pigeons pour s'y balancer. Mais il n'y avait plus de pigeons dans le pigeonnier, plus de chevaux dans les écuries, plus de cochons dans les tables, plus de bière dans les tonneaux. Les caves ne sentaient ni le grain ni la bière. Toutes les odeurs avaient été évaporées par la dernière bouffée de vapeur. Dans une ancienne cour, on voyait un désert de fûts vides, répandant une certaine odeur âcre qui rappelait les de meilleurs jours. Mais la fermentation était un peu trop avancée pour qu'on pût accepter ces résidus comme échantillons de la bière qui n'y était plus, et sous ce rapport, ces abandonnés n'étaient pas plus heureux que les autres. À l'autre bout de la brasserie, il y avait un jardin protégé par un vieux mur qui, cependant, n'était pas assez élevé pour m'empêcher d'y grimper, de regarder par-dessus et de voir que ce jardin était le jardin de la maison. Il était couvert de broussailles et d'herbes sauvages, mais il y avait des traces de pas sur la pelouse et dans les allées jaunes, comme si quelqu'un s'y promenait quelquefois. J'aperçus Estelle qui s'éloignait de moi. Mais elle me semblait être partout, car lorsque je cédais à la tentation que m'offraient les fûts et que je commençais à me promener sur la ligne qu'ils formaient à la suite des uns des autres, je la vis se livrant au même exercice à l'autre bout de la cour. Elle me tournait le dos et soutenait dans ses deux mains ses beaux cheveux bruns. Jamais elle ne se retourna et disparut au même instant. Il en fut de même dans la brasserie.
lorsque j'entrai dans une grande pièce pavée, haute de plafond, où l'on faisait autrefois la bière et où se trouvaient encore les ustensiles des brasseurs. Un peu oppressé par l'obscurité, je me tins à l'entrée et je la vis passer au milieu des feux éteints, monter un petit escalier en fer, puis disparaître dans une galerie supérieure comme dans les nuages. Ce fut dans cet endroit et à ce moment qu'une chose très étrange se présenta à mon imagination. Si je la trouvais étrange alors, plus tard je l'ai considérée comme bien plus étrange encore. Je portais mes yeux un peu éblouis par la lumière du jour sur une grosse poutre placée à ma droite, dans un coin, et j'y vis un corps pendu par le cou. Ce corps était habillé tout en blanc jauni et n'avait qu'un seul soulier au pied. Il me sembla que toutes les garnitures fanées de ses vêtements étaient en papier, et je crus reconnaître le visage de Miss Havisham, se balançant, en faisant des efforts pour m'appeler. Dans ma terreur de voir cette figure que j'étais certain de ne pas avoir vue un moment auparavant, je m'en éloignai d'abord, puis je m'en approchai ensuite, et ma terreur s'accrut au plus haut degré quand je vis qu'il n'y avait pas de figure du tout. Il ne fallut rien moins pour me rappeler à moi que l'air frais et la lumière bienfaisante du jour, la vue des personnes passant derrière les barreaux de la grille et l'influence fortifiante du pain, de la viande et de la bière qui me restaient. Et encore, malgré cela, ne serais-je peut-être pas revenu à moi aussitôt que je le fis, sans l'approche d'Estelle qui, ses clés à la main, venait me faire sortir. Je pensais qu'elle serait enchantée si elle s'apercevait que j'avais eu peur, et je résolus de ne pas lui procurer ce plaisir. Elle me lança un regard triomphant en passant à côté de moi, comme si elle se fût réjouie de ce que mes mains étaient si rudes et mes chaussures si grossières, et elle m'ouvrit la porte et se tint de façon à ce que je devais passer devant elle. J'allais sortir sans lever les yeux sur elle, quand elle me toucha à l'épaule. « Pourquoi ne pleures-tu pas ?»« Parce que je n'en ai pas envie. »« Mais si, dit-elle, tu as pleuré. Tu as les yeux bouffis, et tu es sur le point de pleurer encore. » Elle se mit à rire d'une façon tout à fait méprisante, me poussa dehors et ferma la porte sur moi. Je me rendis tout droit chez M. Pumblechook. J'éprouvais un immense soulagement en ne le trouvant pas chez lui. Après avoir dit au garçon de boutique quel jour je reviendrais chez Miss Havisham, je me mis en route pour regagner notre forge, songeant en marchant à tout ce que j'avais vu et repassant dans mon esprit que je n'étais qu'un vulgaire ouvrier, que mes mains étaient rudes et mes souliers épais, que j'avais contracté la déplorable habitude d'appeler les valets des Jeannot, que j'étais bien plus ignorant que je ne l'avais cru la veille, et qu'en général, je ne valais pas grand-chose.